Merci, bonjour. Je suis Mérissa, je suis de formation médecin anesthésiste réanimateur et actuellement je suis doctorante dans l'équipe de méthodes statistiques pour la médecine personnalisée de l'U900 de l'INSERM. Je vais vous présenter un travail que j'ai fait pendant mon Master 2 en sciences des données de la santé l'année passée au sein de l'Université Paris-Sud et c'est la prédiction dynamique de la survie sans progression chez les patients atteints de LLC en utilisant des données répétées de MRD. J'avais fait une petite correction, mais je pense que j'ai envoyé la correction un peu tard. Il y a une affiliation supplémentaire pour Aurélien Latouche au CNAM de Paris. Donc, comme une petite mise dans le contexte clinique, les patients qui ont une LLC, même ceux qui ont une rémission complète, peuvent avoir des cellules atypiques, donc des cellules de leucémie qui persistent dans leur sang. Ceci s'appelle une maladie résiduelle minimale et c'est détecté par cytométrie en flux avec un seuil de détection globalement admis de 10-4. Dans la base de données que je vais présenter tout à l'heure, nous avons un seuil de détection allant jusqu'à 10-7 et donc les MRD qu'on classe comme négatives ont en fait une valeur numérique. Ce qu'on sait sur la MRD jusqu'à maintenant, c'est juste que la MRD à la fin du traitement d'une LLC est associée au pronostic à long terme, à moyen et à long terme. Sauf que, à notre connaissance, aucune étude ne s'est intéressée à la modélisation dynamique dans le temps de l'évolution de la MRD après la fin du traitement. Et aucune étude, à notre connaissance non plus, ne s'est intéressée à la prédiction dynamique de la survie en utilisant des données de MRD à des différents time points après la fin du traitement. Notre analyse est basée sur 2 de 3 études randomisées contrôlées du PHILO, qui est le French Innovative Leukemia Organization, qui est spécialisé dans les études pour la leucémie. Et nous avons, ce n'était pas l'objectif principal des études, là il s'agit d'études ancillaires, des mesures répétées de la MRD qui sont collectées à différents time points après la fin du traitement. La FMP 2007 est l'étude sur laquelle on s'est basé en majorité parce que c'est l'étude pour laquelle les données étaient les plus complètes. Il s'agit de 178 patients, dont la moitié a reçu du FCR et l'autre moitié a reçu du FCCAM, sauf que dans nos analyses, on a utilisé que le bras FCR, tout simplement parce que le FCCAM avait un profil d'effets secondaires qui faisait que les cures étaient arrêtées trop rapidement, les patients sortis des études. Donc on prend que le bras FCR. Là, c'est un snapshot un peu de ce qu'ont eu les patients comme prélèvement. Chaque petit carré est un prélèvement à un temps déterminé après la fin du traitement. Les petits X sont la progression. Et on voit très bien que le timing des prélèvements n'est pas vraiment quelque chose qui a été prévu de façon très spécifique. Il peut fluctuer entre les patients et que chaque patient a un nombre de prélèvements qui est différent. La première étape de notre analyse est la modélisation de ces données longitudinales. À l'inspection des données, on voit que chaque patient, ceux qui ont eu plus que 2 prélèvements, a une évolution de la MRD qui lui est propre. Et donc, on a choisi de modéliser en utilisant un modèle linéaire à effet mixte. Pour ceux qui connaissent pas très bien ce modèle, il s'agit de rajouter à un modèle linéaire classique la possibilité pour chaque individu d'avoir une fluctuation soit de son intercept seulement, soit et de l'intercept et de la pente, avec une assumption de base qui est que cette fluctuation suit une distribution gaussienne au temps de 0 avec une variance qui est spécifique à chaque fluctuation. Donc pour montrer à quoi ça correspond, ce que vous voyez à votre gauche, c'est une évolution avec un intercept aléatoire pour chaque patient. Donc la pente est la même et les patients peuvent avoir des niveaux initiaux de marqueurs qui sont différents. Et le schéma B correspond à un intercept et une pente qui sont aléatoires. Nous avons comparé, là il y a une petite erreur, c'est random intercept et non pas random slope, en comparant un modèle à intercept aléatoire au modèle à intercept aléatoire et à pente aléatoire. Nous avons retenu, comme en tout cas prévu, suite à l'inspection des datas, le modèle à intercept et à pente aléatoire. Nous avons aussi tenté une modélisation avec une trajectoire polynomiale, parce que sur un spaghetti plot que je n'ai pas montré ici, on a vu que pour certains patients, il y a une évolution initiale vers une augmentation de la MRD suivie soit d'une stabilisation, soit d'une baisse, ou dans l'autre sens, des patients qui baissaient un peu leur MRD qui remontaient. Et en fait, la comparaison sur base d'AIC a permis de choisir le modèle linéaire.
La variable à effet aléatoire retenue était le temps, et les variables à effet fixe retenues après sélection sur AIC étaient le statut mutationnel, qui est basé sur un pourcentage d'homologie entre le patient atteint de LLC et les patients qui ne sont pas atteints de LLC, et l'interaction entre le statut mutationnel et le temps. Là, vous voyez qu'il n'y a pas le traitement qui n'est pas retenu. Je ne sais pas si ça persisterait si on avait pris plus qu'un seul bras de traitement, parce que là, je vous rappelle que c'est uniquement basé sur le bras FCR. La calibration de notre modèle était satisfaisante. Là, c'est le variogramme des résidus, et la comparaison entre les valeurs prédites et les valeurs réelles était satisfaisante aussi. La deuxième étape de notre analyse était une analyse landmark. Après la présentation du professeur Peter, je pense que je ne vais pas aller dans le détail de ce qu'est une analyse landmark. En gros, on fait évoluer le temps T0 dans le temps, et on ne prend que les patients qui n'ont pas progressé à ce moment-là dans l'analyse qui suit, et on prend, là, ce que je vais vous présenter, c'est du LOCF. Donc, on prend la dernière valeur du marqueur avant le temps T0 qu'on fait bouger dans le temps. Je reviendrai là-dessus à la fin de la présentation sur pourquoi ça et pas un modèle two-stage. Donc à M9, donc 9 mois après la fin du traitement, on a un hazard ratio entre les patients qui ont une MRD négative, donc à 9 mois après la fin du traitement, et ceux qui ont une MRD positive de 1,48 sans que ceux-ci n'atteignent de significativité statistique. À 1 an après la fin du traitement, on a un hazard ratio à 4,89 qui est statistiquement significatif, mais j'attire votre attention, je pense que vous l'avez remarqué, que l'intervalle de confiance est très très grand. Ceci est certainement dû au nombre de prélèvements qui est limité dont nous disposons dans cette analyse-là. Quand on avance à M18, M24 et M48, on a un hazard ratio qui n'est pas significativement augmenté pour les patients qui ont une MRD positive. À notre connaissance, c'est la première analyse qui s'intéresse à la modélisation de la MRD au-delà de la fin du traitement, parce qu'en pratique, les cliniciens ne regardent que la valeur de MRD à la fin du traitement. Après, c'est dans le cadre de cette d'étude clinique que ça a été dosé à répétition, mais en pratique clinique, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas comment faire. Et à notre connaissance aussi, il s'agit de la première analyse qui s'intéresse à la prédiction de la survie sans rechute à différents time points après la fin du traitement. Concernant le modèle à effet aléatoire qui a été utilisé, ça nous permet de faire une modélisation individualisée pour chaque patient, parce qu'on voit très bien qu'entre les patients, il y a une certaine hétérogénéité, que ce soit au niveau de la MRD de base, donc il y a la MRD à la fin du traitement, ou au niveau de la pente de l'évolution de leur MRD. C'est un modèle qui nous permet de prendre en compte des données qui ne sont pas, des mesures qui ne sont pas faites à un timing prédéfini, et qui nous permet aussi de prendre en compte des prélèvements qui sont pas, au même nombre entre les patients. Et c'est un modèle qui est robuste à l'inclusion de différents types de covariables, qu'elles soient variables dans le temps ou non variables dans le temps. Concernant notre analyse landmark, on a retrouvé l'influence de la positivité de la MRD à 1 an après la fin du traitement. Bien sûr, on garde en tête que le nombre de prélèvements que nous avons ne permet pas de retenir cette conclusion de façon très robuste, mais il s'agit là d'une étude préliminaire. La suite vient. Et en grande limitation, notamment pour la modélisation dynamique, nous n'avons pas de quotient de variabilité de la MRD parce que nous n'avons pas plusieurs dosages qui sont faits au même moment pour qu'on puisse évaluer l'erreur de mesure de la MRD, ni l'évolution, la variabilité chez le même individu, notamment quand la MRD est mesurée à des temps rapprochés. Et concernant la modélisation landmark, on remarque qu'à partir de 1 an, le nombre de prélèvements que nous avons est extrêmement limité, ce qui limite la puissance de notre analyse. Mais il y a une suite qui arrive, et c'est pour ça que je disais que cette analyse est juste préliminaire, c'est qu'on vient d'avoir la 3e base de données qui est sur 541 patients, que nous allons pouvoir inclure dans la suite de cette analyse. Donc nous allons pooler l'ensemble des patients, refaire cette analyse en incluant l'effet du bras de traitement dans lequel le patient est inclus, et suite à la présentation du professeur Peter, peut-être discuter
de la possibilité d'aller sur des modélisations un peu plus compliquées, incluant peut-être un landmark 2.0 ou peut-être un revival, je ne sais pas. On reverra comment ça s'applique à notre base de données une fois elle est complète. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre feedback est le bienvenu pour améliorer la qualité de notre analyse. Merci.